textes arrivent au début du tapis roulant, alors les textes nous sont fournis par les éditeurs grand format, on les achète en amont. Petit à petit, ils sont relus, retravaillés, on corrige les fautes d'orthographe éventuellement s'il y en a. En parallèle, on met en place des couvertures, on briefe un studio qui nous fait des couvertures en adéquation avec le contenu du livre. De la même manière, à ce moment-là, se met en place aussi tout le service commercial qui va envisager la façon de mieux parler des livres aux représentants qui seront après envoyés dans toutes les librairies. Et on a aussi un service marketing qui va imaginer toutes les opérations de promotion qui vont pouvoir accompagner le lancement de ces livres-là. Donc en fait, et puis il y aura la presse qui en parlera après à la presse. Donc en fait, mon boulot, c'est un peu une sorte de chef d'orchestre qui essaie d'arbitrer tout ça, de faire que tout arrive en temps et en heure au même moment pour que finalement le livre final arrive au bon moment avec une couverture formidable, un texte bien relu et bien composé, et donc que tous ces plannings soient tenus en temps et en heure et coordonnés. Donc c'est à la fois vérifier tout ça et c'est aussi insuffler une dynamique, évidemment, déterminer une stratégie, donner beaucoup d'énergie à tous ces gens-là pour qu'ils aient envie de travailler ensemble, qu'ils aiment le faire et qu'on réussisse tous ensemble tout ce programme tout au long de l'année. Parfait. On publie environ 400 titres par an, donc c'est une énorme mécanique et on ne s'arrête jamais en fait. Ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut être hyper vigilant et toujours se ressourcer, trouver de nouvelles idées, des nouvelles façons de conquérir les lecteurs et de les satisfaire. En tout cas, merci. Alors le livre de poche est une vieille dame. Si je peux parler un peu du livre de poche, c'est une vieille dame qui a 67 ans, qui a été fondée en 1953 par Henri Philippaki. Et j'aime bien l'idée qu'à l'origine de cette idée, il y avait une volonté de démocratisation de la lecture. Parce qu'il faut imaginer qu'à cette époque-là, le livre n'existait qu'en grand format, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands formats. Donc, le prix de vente était évidemment assez important. Et ça restreignait la culture, la littérature à une classe plutôt aisée. Et en fait, Henri Philippaki a eu le premier l'idée de démocratiser la lecture. Ça n'a pas été accepté très facilement au départ, parce qu'on n'était pas forcément convaincu que tout le monde avait le droit de l'accès et le droit de lire des livres. Et il faut imaginer qu'il avait fait un tel effort qu'à l'époque, le livre de poche valait 2 francs, c'est-à-dire à peine plus que le prix d'un quotidien et nettement moins que celui d'un magazine. Donc, c'était effectivement une espèce de choc culturel d'imaginer que dorénavant, n'importe qui pouvait s'acheter un livre. Donc, j'aime bien cette idée qu'a lancée Philippaki, qu'il a eu un peu du mal à imposer, et puis qui, petit à petit, a donné naissance à d'autres maisons de poche, comme Pocket, J'ai lu, Folio. Et donc, aujourd'hui, 4 maisons principales se partagent le marché, le livre de poche étant de loin le numéro 1 de ce marché. Et donc, c'est aussi une grande diversification avec des collections très variées. Ça va du policier à la science-fiction, la littérature, mais aussi tout le domaine du pratique, des documents d'actualité. Donc, en fait, on couvre tous les domaines. Et nos auteurs principaux, c'est évidemment Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Aurélie Vallogne, Valérie Perrin, Adeline Dieudonné en ce moment. Donc voilà, on trouve tous les styles, tous les genres au livre de poche et c'est vraiment une diversification qui nous tient à cœur. Avec nous, on est aussi très attentif à un travail bien précis et très qualitatif sur les couvertures, parce qu'on est bien persuadé, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours cru tout au long de ma carrière, que le livre se doit d'être un bel objet, et que ce n'est pas parce qu'on n'est pas cher qu'on doit être moche. On peut être pas cher et beau, et on essaie de le prouver sur chacun de nos livres. Voilà un petit aperçu de ce qu'est le livre de poche aujourd'hui. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, nous, je crois que vous allez nous laisser parce que vous avez des obligations professionnelles. Et nous, on va rester entre libraires pour une fois. Donc, les libraires sont en force ce soir. Mais moi, je ne vais pas travailler. Mes 2 confrères qui vont travailler. Julie va commencer et on va enchaîner, on va alterner si vous voulez sur des choix que vous avez faits avec les équipes du livre de poche. Donc, Julie, je te laisse la parole. Tu peux y aller. Ok. Bonjour. Voilà, je viens vous présenter différents de mes coups de cœur, dont le premier est celui-ci, Les Fureurs invisibles du cœur, de John Boyne, un auteur irlandais. C'est un roman puissant qui commence dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans l'Irlande rurale, où une jeune femme est mise au banc de la société par
sa famille, par l'église, par tout son village, parce qu'elle est tombée enceinte hors mariage. Elle va fuir à Dublin et décide de mettre l'enfant en adoption afin qu'il puisse avoir une vie sans avoir en permanence le poids de la faute de sa mère. C'est donc l'histoire de Cyril Avery que l'on va suivre dans l'Irlande de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. À travers l'histoire de ce personnage, on a également en filigrane toute l'histoire de l'Irlande, l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle en Irlande, en Europe et dans le monde. On va suivre tous les choix que Cyril va faire, les rencontres, et au final, on se rend compte que ce qu'il recherche, c'est qui il est vraiment, quelle est sa vraie identité profonde. Donc, ce sont tout ça qu'on va suivre. C'est un roman puissant, une écriture sublime et un personnage très attachant, donc qui va faire énormément de choix, certains que l'on approuve, d'autres qu'on a plus de mal. Et au final, c'est la vie que l'on suit et une vie, au final, passionnante. Voilà, une vie incroyable, une histoire qui m'a attrapée jusqu'aux tripes et que j'ai terminée en fondant en larmes et que je continue de recommander très, très régulièrement. Parfait. Pascal, on va passer à vous. Je ne sais pas lequel titre vous voulez commencer, puisque je rappelle, Julie a 3 titres et Pascal, il y en a 4. Donc, on va alterner. Donc, Pascal, vous choisissez celui que vous voulez. Alors, moi, je vais vous parler. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'un ouvrage de Lynn Papin qui s'intitule Les os des filles. Donc, ce livre se décompose en 2 parties. Dans un premier temps, elle va nous dépeindre un pan entier de l'histoire du Vietnam au travers du portrait de sa grand-mère et de sa mère qui ont connu chacune la guerre. Elle va nous décrire aussi une enfance rêvée, une enfance idéale qui a son importance dans l'histoire d'ailleurs. Et ce qui caractérise cette enfance, c'est la liberté et la joie de vivre. Et puis il y a une deuxième partie avec une rupture, l'exil, la mort de l'enfance finalement de cette jeune fille qui va la plonger dans l'anorexie. Et elle va devoir se battre pour combattre cette guerre intérieure. Elle le dit très bien en disant qu'elle reçoit tous les jours des obus de pensée et elle va être obligée de se battre pour survivre et pour guérir finalement. Elle passe très proche de la mort. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce roman lumineux, servi par une narration assez singulière, hein, puisqu'elle ne nomme pas les noms, mis à part sa grand-mère qu'elle appelle Ba. Son père, par exemple, c'est le jeune français. Sa mère, c'est la seconde fille de la famille H. Elle s'est tue. Donc c'est très, très singulier. Et j'ai cru percevoir dans son écriture, dans ce roman non fictionnel, une nécessité, comme une thérapie, et en partant à la recherche de ses racines, de son pays, de sa famille, elle a pu donner un sens à sa vie et s'apercevoir que finalement, la vie méritait d'être vécue. Voilà comment j'ai perçu cet ouvrage magnifique. C'est un petit bijou et un texte très court. Je ne sais pas si Julie est d'accord, mais vous avez choisi un livre qui est très beau, mais qui n'est pas facile à résumer, pas facile à... Loin s'en faut. Sans dévoiler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Julie, tu l'as lu peut-être? Je ne sais pas. Je l'ai lu. Voilà. Un texte qui est très marquant. Très marquant, très touchant et en effet très compliqué à expliquer. Et c'est un texte qui marque, qui laisse des traces et on se rend compte à quel point c'est personnel pour l'auteur, à quel point c'est quelque chose qu'elle avait besoin de sortir. C'est un exutoire. Je crois. Enfin, c'est l'impression que j'ai également reçue. C'est l'impression qu'elle a pu donner. Ouais. Mais je trouve que Pascal a bien résumé et a bien présenté parce que c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses dans ce livre et puis la narration, encore une fois, est très singulière. C'est rare quand on ne cite pas les noms. Bon, c'est voulu, hein, bien évidemment, mais il y a une maîtrise de l'écriture absolument remarquable. Est-ce que tu peux remontrer la couverture du livre pour que les lecteurs le voient bien, l'identifient bien? Donc voilà. Donc ce sont Les os des filles de Lynn Papin. Parfait, merci. Texte Julie, court, hein? Ouais, court, c'est vrai, court. Julie, ton deuxième choix? Oui, bien sûr. On continue avec de la littérature française, avec Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette autrice avec La Tresse, il y a quelques années, qui avait fait énormément parler d'elle. C'est donc un énorme challenge pour l'autrice de revenir avec un deuxième roman. Et à mes yeux, il est encore meilleur. Donc ici, on va suivre 2 destins de femmes. D'un côté, Solène, une avocate qui s'est toujours dédiée à ses clients et qui malheureusement, suite à un incident, va faire un profond burn-out. Pour s'en sortir, elle va accepter un poste de bénévole d'écrivain public au Palais de la Femme à Paris. Et ce Palais de la Femme accueille de nombreuses femmes dans le besoin. Et en parallèle, on suit l'histoire de Blanche Perron,
qui, elle, a créé ce Palais de la Femme bien des années auparavant. Et en fait, on suit qu'est-ce qui a amené Blanche à consacrer sa vie aux autres, j'ai un trou de mémoire, à l'armée du salut, et donc notamment aux femmes, parce que depuis toujours, dès qu'il y a une guerre, une crise sociale, une crise économique, les premières personnes qui se retrouvent dans le besoin, ce sont ces femmes, leurs familles, ce sont ces veuves, ce sont ces mères célibataires. Et donc voilà, c'est deux femmes qui ont vécu leur vie de manière différente et qui vont se retrouver autour de ce lieu, le Palais de la Femme. C'est un roman qui met en avant vraiment la solidarité, qui met en avant l'écoute des femmes en fait, qui sont dans l'ombre et qui, au final, sans ces ombres, il n'y aurait pas la lumière. Voilà, un texte, encore une fois, puissant et surtout une très, très belle histoire de très beaux destins de femmes qui sortent des sentiers battus. Pascal, tu as lu Les Victorieuses ou pas? Non, moi j'avais lu La Tresse, Ouais. que j'avais beaucoup aimé. Oui, oui. Là aussi, c'est une histoire très, très, très maîtrisée, puisque ce sont des femmes qui sont liées entre elles sans jamais se rencontrer. Et Les Victorieuses, mon épouse l'a lu, donc ça fait partie des coups de cœur que l'on a en poche, mais sur des tables de la librairie. Alors, mais moi, je ne l'ai pas lu. Avant qu'on reparte sur un conseil de livre, j'aimerais bien savoir quelle est la part des livres en format poche dans vos librairies respectives. Est-ce que ça a une grosse importance? Ou est-ce que, Julie, je ne sais pas si tu es responsable d'un secteur en particulier dans ta librairie, comment ça se passe? Je suis responsable de la littérature poche, justement. Voilà. Donc, c'est toi qui choisis exactement les livres que tu veux. Voilà, tu fais les mises en place. Ça occupe une grosse place. Oui, oui, on a tout un espace dans la librairie qu'on appelle la mezzanine, qui est la deuxième partie de l'étage, qui a été entièrement aménagée avec un balcon où c'est toute la littérature poche de A à Z. On a mis à part, par contre, la littérature policière dans un espace polar au rez-de-chaussée. Et donc, c'est moi qui gère la littérature poche. En poche, j'ai toujours remarqué qu'on séparait, même moi la première, hein, on sépare toujours les poches policiers de la littérature. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais bon, si, on sait pourquoi, mais ouais. Et Pascal, toi, les livres de poche, ça occupe quelle place dans la librairie? C'est assez énorme, mais notamment l'été. Puisque l'été, nous, sur les conseils, c'est incroyable. Moi, la première année, c'est une petite anecdote, hein, la première année que je suis venu au Salon du Livre, j'ai rencontré un vieux libraire qui venait prendre sa piqûre de rappel sur le stand d'Albin Michel, pour ne pas le citer, et qui m'a dit: Pascal, je peux vous donner un conseil. Faites des piles de coups de cœur que vous avez lus et mettez-en partout. Et chaque année, je le remercie parce que l'été, mais pour nous, ça paraît important, peut-être dans une grosse librairie, non, mais l'été, on commande par 10, 15, 20 tous les coups de cœur qu'on a eu dans l'année, que ce soit des polars ou de la littérature autre que policière. Et donc, on peut en parler et on s'aperçoit qu'on fait acheter plus qu'on vend. C'est-à-dire que les gens nous demandent: tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Mais on les met en pile. C'est comme dans un étal sur un marché, passez-moi l'expression. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est cette image. C'est-à-dire que ça attire. Et chaque année, je lui fais la bise et je lui dis merci, parce que c'est vrai, l'été, le livre de poche représente un énorme chiffre d'affaires pour nous. Énorme. Mais il faut défendre les livres. Voilà. Vous pouvez poser ce que vous voulez. Si vous ne les défendez pas, c'est compliqué, hein. Les gens viennent vous demander: qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous pensez qui me convienne. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas, Julie, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui. Voilà, depuis 27 ans. Je suis libraire depuis un peu plus de 11 ans et le conseil, vous êtes jeune, Julie. C'est vraiment indispensable. Mais oui, oui, mais oui. Faire acheter, vendre, c'est facile. Faire acheter, c'est compliqué. C'est une petite... Beaucoup plus. Mais bien sûr, c'est vrai. C'est un métier. J'ai envie de dire, c'est un métier. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité. On peut se tromper. C'est vrai. Mais il faut le faire avec beaucoup de passion, voilà. Il faut toujours préciser, c'est que c'est notre avis personnel. On a adoré ce bouquin. Voilà. C'est notre avis personnel, c'est notre ressenti. On espère qu'il va plaire tout autant à la personne en face de nous. Après, ça n'engage que nous. Voilà. C'est un engagement personnel, c'est vrai. Être libre, c'est un engagement. Mais on peut se tromper de bonne foi. Bien sûr. Allez, on va voir si Pascal est de bons conseils. Qu'est-ce que ça nous conseille maintenant? Alors, moi, je vous conseille le livre de Rosella Postorino, La goûteuse d'Hitler. Rosa est une jeune Allemande, une jeune Berlinoise, élevée dans une famille anti-nazie, qui en 1943 trouve refuge
devant les bombardements incessants qui frappent Berlin, trouve refuge ses beaux-parents en Prusse orientale. Or, en Prusse orientale se trouvait le QG, la fameuse tanière du loup, le QG sur le front de l'Est d'Adolf Hitler. Et cette femme, comme d'autres femmes d'ailleurs, va se trouver enrôlée de force par les SS et devenir une goûteuse, la goûteuse d'Hitler. C'est-à-dire que ces femmes se sont retrouvées dans une espèce de huis clos angoissant, oppressant, à devoir goûter chaque jour les repas végétariens d'un paranoïaque qui était Adolf Hitler. Elles forment une micro-société avec pas les mêmes croyances, pas les mêmes convictions. Certaines sont passives, d'autres pro-nazis, mais elles s'adaptent. Elles sont obligées de s'adapter, elles sont obligées de cohabiter, non sans mal d'ailleurs. Et elles vont se retrouver dans un récit haletant qui va mettre à jour un épisode méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, qui est que Hitler avait embauché de force des goûteuses pour le protéger d'un attentat potentiel. Ce qui est intéressant dans ce livre, et ça montre une chose à mon avis importante, c'est qu'il est difficile de juger sans contextualiser les choses. Et ce livre le montre parce que les comportements et les attitudes sont liés au fait de devoir survivre, et ni plus ni moins que survivre. Voilà. Elles ne vivent pas, ces femmes, elles survivent. Et je trouvais que ce bouquin très, très puissant, il vient d'ailleurs d'un témoignage vrai d'une Allemande de 96 ans qui a témoigné à 96 ans. Elle n'a pas pu garder, avant de mourir, elle a été obligée de dire qu'elle avait collaboré. Et c'est terrible puisque Rosa elle-même est anti-nazie, sauf que, quelque part, elle protège le Führer. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et c'est vraiment haletant et on a toujours envie d'aller de l'avant. Il est très rythmé, on a toujours envie d'aller de l'avant pour savoir comment ça va se terminer. Voilà ce que je peux vous dire de La goûteuse Hitler, mais c'est un bouquin intéressant. Julie, un autre conseil? Bien sûr. Là, on va retourner en Angleterre, à Londres, avec Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan est une autrice qui change de genre dans chacun de ses romans. C'est toujours un vrai plaisir et un régal de découvrir sa nouvelle histoire. Ici, elle nous emmène à Londres. Aujourd'hui, James revient à sa maison et annonce à sa femme Sophie que dès le lendemain matin, leur vie va être bouleversée par un quotidien. En effet, il a une aventure avec une de ses collaboratrices. C'est banal, malheureusement pour eux tous. James est un proche du Premier ministre. Il fait donc partie du gouvernement. Et donc, bien entendu, les médias vont faire les choux gras de cette aventure. Ils décident ensemble de faire face. La situation va se corser quand cette collaboratrice va annoncer qu'il n'y a pas seulement une aventure, il y a également eu un viol. Bien entendu, là, tout va exploser, la cellule familiale, mais également leur vie privée. On va raconter cette histoire du point de vue de Sophie, la femme de James, ainsi que du point de vue de Kate, l'avocate de la collaboratrice. Kate est décidée de toutes les manières à faire condamner James. Pourquoi? C'est notamment le but de ce roman. Il y a un troisième point de vue qui arrive, assez étrange, une jeune étudiante sur un campus universitaire. Il faut attendre la moitié du roman pour comprendre quel est son lien dans cette histoire et ça va renverser toute la première moitié. Donc ça rend le récit d'autant plus haletant et limite impossible à lâcher, un page-turner dans le bon sens du terme. En prime, il nous emmène dans les arcanes du pouvoir britannique. Donc on est vraiment à Londres, dans les arrières du gouvernement, avec en même temps les médias, les tribunaux. Voilà, un roman passionnant il y a un côté aussi de la famille, tous les mensonges. Qu'est-ce que réellement un mensonge? C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on pense avoir dit, c'est la manière dont c'est interprété. L'auteur joue autour de tout ça. Voilà, c'est un roman qui nous retourne jusqu'à la dernière page et on le referme avec un petit sentiment jouissif de vengeance. Un vrai gros coup de cœur, un page-turner pour l'été. Ouais. Il se ferait une bonne série et je trouve que la spirale infernale est assez intéressante. Donc, de plus en plus rapide. Je sais pas si Pascal, tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu celui-là, non. Je ne lis pas il va falloir le lire. Non. Non, mais ça donne envie. Allez, on va enchaîner, Pascal, avec parce que toi, tu as un livre de plus. Alors, un autre ouvrage non fictionnel, le Robert Badinter, Idis. Magnifique. Dans cet ouvrage, Robert Badinter
rend un hommage vibrant à sa grand-mère. Cette femme extraordinaire était native de Bessarabie, c'est aux confins méridionaux de l'Empire russe, et va rejoindre au début du XXe siècle, pas avant la Deuxième Guerre mondiale, au début du XXe siècle, ses deux fils qui se sont réfugiés pour éviter les pogroms tsaristes. Cette femme est analphabète. Elle va pousser ses enfants à s'instruire, à poursuivre des études supérieures. Et elle va, surtout à force de travail, de pugnacité, former finalement une famille au style bourgeois. Elle s'adapte très vite, cette famille, à la société française. Elle a envie de s'adapter, parce qu'il faut savoir que chez le peuple yiddish, même chez les Russes, la France, c'était le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, et le français était très étudié. Hélas, les événements vont se précipiter, et Yiddish, sans poindre le danger, puisqu'elle a connu ces fameuses persécutions. On apprend beaucoup de choses dans ce livre. On apprend d'abord que le gouvernement français promulgue les lois anti-juives bien avant que les Allemands leur aient demandé, dès 1940. Et donc, bien évidemment, la vie ne va plus être la même. Ça va être une période très anxiogène. C'est écrit avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de sensibilité. Robert Badinter ne tombe jamais dans le pathos. Et ça m'a bouleversé parce qu'on s'aperçoit tout le mal qu'on a pu faire à ces gens qui ont été emportés et qui ont disparu dans la Shoah et dans les affres de l'atrocité nazie. Puis je voudrais dire pour terminer que c'est un bel hommage à une culture dont on parle hélas avec le passé, la culture yiddish. Puisqu'il y avait un Yiddishland aux confins méridionaux de l'Empire tsariste, où les Juifs, pour sortir de ce Yiddishland, étaient amenés à avoir un laissez-passer. Et j'espère que ce passé est à jamais révolu. Je le souhaite ardemment. Mais magnifique, sans tomber dans le pathos, hein, vraiment très, très, très pudique, très simple, une lecture très fluide et un très, très bel hommage à sa grand-mère et à sa famille. Yiddish de Robert Badinter. Non, toujours pas. Il y a trop de choses qu'on a encore envie de lire. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ah oui. C'est logique. C'est bien parce que les choix sont assez variés et c'est bien d'avoir choisi des livres qui sont très variés. D'ailleurs, c'est le format poche pour ça et c'est génial, le catalogue, il est ah oui, je crois que toi, tu as encore un dernier conseil à faire. Tu as alors, un livre de plus. Les livres sont bons. La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai du mal à retenir et les titres et les noms d'auteurs. Alors, l'auteur de ce livre, Anaïs Barbeau-Lavalette, va mener une véritable enquête, puisqu'elle s'attache les services d'un détective, pour découvrir qui se cache derrière cette grand-mère qui abandonna sa mère très jeune. On plonge avec elle dans le Québec des années 40. Et on retrouve cette femme, une femme extraordinaire, hors norme, Suzanne Méloge-Carré m'a existé, hein, qui était poétesse, peintre, qui est un membre actif du mouvement des automatistes, qui est le pendant des surréalistes en France, du mouvement du rejet global, qui refuse toutes les normes, qui refuse toutes les castes, et qui finalement a toujours besoin d'un ailleurs, est une instable à vie. Et cette femme, elle va abandonner sa fille, elle va vivre égoïstement, et ce qui est beau dans ce livre, c'est que Anaïs Barbeau-Lavalette ne porte pas de jugement tranché, péremptoire sur sa grand-mère. Elle oscille toujours, tout au long du livre, entre haine et amour, entre colère et compréhension. Et à mon avis, dans ce livre, elle a voulu renouer, retisser le lien familial qui a beaucoup manqué à sa mère, parce que sa mère a vécu ce vide affectif d'une manière dramatique. Je vous invite à aller jusqu'au bout, puisque cette femme est morte en 2009, et vous découvrirez avec elle si elle s'est posé des questions sur ce que fut sa vie et sur ce qu'elle a apporté comme désagrément à ses deux enfants. Magnifique ouvrage. Et très très belle plongée dans une époque, et encore une fois, là aussi, bien contextualiser les choses. Pas si simple que ça. La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'espère que ça plaira, mais c'est vraiment une histoire assez forte, très rythmée.
Il y a une question qui vient d'arriver pour toi, Pascal, mais peut-être que Julie pourra y répondre aussi après. Pascal défendait La goûteuse d'Hitler. Je ne l'ai pas lu, mais alors c'est Geneviève, pardon, qui pose cette question. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu le retour d'une lectrice qui ne l'a pas du tout aimé. Pourrait-on dire pour autant que vous vous êtes trompé si vous lui aviez conseillé? Ne pensez-vous pas plutôt que la lecture est personnelle et que de ce fait, le conseil est toujours difficile? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julie, si vous voulez, vous pouvez vous tromper de bonne foi. Il est certain que de ces 4 livres, on ne va pas le proposer aux mêmes personnes. Enfin, nous, pour ce qui nous concerne, lorsqu'une personne vient nous voir pour un conseil, on lui demande qu'est-ce que vous aimez lire. Inéluctablement, si cette personne n'est pas attirée par un roman historique, par la Deuxième Guerre mondiale notamment, sur cet épisode-là, il est certain. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est très subjectif un conseil. Là où on essaye de restreindre le champ, c'est de se dire qu'est-ce que vous aimez. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est que la personne prenne du plaisir et que nous, on ne se fasse pas plaisir nous. Sinon, c'est facile. Hein. Moi, on va vous proposer tous les coups de cœur qu'on puisse avoir. Voilà. Encore une fois, c'est pas si simple que ça. C'est un bonheur, puisque si la personne revient. Mais si la personne n'aime pas les romans historiques, c'est sûr que ça. Et puis même, après, il y a les styles. C'est une traduction, là. Il y a le style qui peut ne pas plaire. Hein. Je dirais que c'est plus un livre. Je dirais que c'est plus un livre sur la forme que sur le style, bien évidemment. C'est un récit historique. J'espère que Moi, j'ai j'ai bien envie de dire répondu. que la meilleure façon d'avoir un avis sur un livre, c'est de le lire, tout simplement. Oui, voilà, On voilà. en revient. Julie, comment tu aurais répondu à cette question qui était destinée à Pascal, toi? La même chose? De manière assez similaire, je travaille de la manière à peu près de la même chose. Je demande toujours quel style la personne aime bien, quels auteurs, quel titre elle a déjà énormément apprécié pour visualiser. Et ensuite, comme je le disais précédemment, je dis que ceci était un de mes plus gros coups de cœur. Maintenant, c'est un ressenti personnel. Bien sûr. Il faut que ça plaise, qu'on se sente attaché au personnage, qu'on rentre dans l'histoire. Et ça, malheureusement, je ne peux jamais l'assurer à du 100% à un client. C'est comme quand ils arrivent devant une table coup de cœur et qu'ils nous disent quel est le meilleur dedans. Mais c'est impossible de dire le meilleur. Ça dépend de qu'est-ce que vous avez envie. Vous avez envie d'une histoire d'amour, vous avez envie d'un polar, vous avez envie d'un roman historique, vous avez envie d'une biographie. Tous ces romans-là nous ont touchés, moi et mes collègues, mais pour des raisons différentes. Donc, ça dépend ce que vous attendez de votre lecture. En fonction de ce qu'ils attendent, on essaye en effet de leur trouver la littérature, le roman le plus proche de leurs besoins. Après, on ne peut jamais être sûr à du 100% que ce bouquin-là va les toucher comme il nous a touchés. Bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a une question plus... alors, pour que vous soyez encore plus précis. Voilà. C'est Nicolas qui dit, si j'aime Brodigan, un privé à Babylone, et Éric Deluca, vous lui proposeriez quoi comme lecture? Si elle vous disait, voilà, moi ce que j'aime lire, c'est ce genre de lecture. Éric Deluca d'un côté et un privé à Babylone de Brodigan. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Éric Deluca, c'est quand même axé plus sur le style. C'est une littérature très épurée, très poétique. Moi, je ne sais pas, il pourrait essayer, je vais peut-être dire une bêtise, mais vous essayez Rigoni Stern, vous essayez Pierre Michon, vous essayez Bobin, ou vous essayez Bergugno. Ce sont Éric Deluca, c'est quand même un styliste hors pair. Voilà, donc encore une fois, on s'adapte. Vous devez vous adapter à ce qu'aime visiblement cet homme. Ce lecteur préfère les livres axés sur le style. Voilà. Donc je ne vais pas lui proposer voilà, de livres axés sur la forme, mais je pense que les auteurs que je vous ai cités, j'en oublie certainement, sont plus axés sur le style. Il y a de très beaux livres. Tu aurais dit quoi? C'est vrai que comme ça, à chaud, c'est toujours compliqué. C'est pas facile, beaucoup plus facile en rayon quand on a nos livres sous la main. C'est Généralement, vrai. je me retourne vers eux pour m'aider. C'est vrai. C'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai que... À brûle pour point comme ça, c'est pas simple. À Ibrotigan, on pourrait peut-être orienter aussi sur ces autres auteurs américains comme Bukowski, qui pourraient peut-être plaire également. Maintenant, après, 2 auteurs, c'est très peu et c'est beaucoup à la fois pour orienter vers une prochaine lecture. C'est comme si on vous demande le pendant de Vargas. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Moi, j'ai très jamais compliqué. trouvé. Hein. Non, mais c'est vrai. Ben oui, bon, Vargas, à Deinsberg, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà, c'est pas simple. Non. Là, on ne peut pas.
Il y a Marie-Christine qui dit le message suivant. Les livres, c'est aussi fait pour découvrir et voir autre chose. Les libraires sont là pour nous faire découvrir. Effectivement, il faut aller en librairie voir les libraires parce que les libraires sont là pour ça, vous faire du conseil. Donc, c'est vrai. qu'est-ce que voilà, j'ai à peu près dit. Après, il y a Geneviève qui revient sur le conseil de Pascal sur la femme. La femme qui fuit, elle est d'accord, elle te remercie du coup de cœur parce qu'elle aussi, elle a beaucoup aimé ce livre qui lui est resté une petite musique dans la tête, une petite douleur dans le cœur et de belles images dans les yeux. Elle partage tout à fait ton coup de cœur, donc elle te remercie d'avoir choisi ce livre. Merci. D'ailleurs, comment vous avez choisi cette sélection? Comment vous avez fait? Pourquoi ces livres-là particulièrement? De manière subjective. Donc moi, j'ai pris 2 livres de fiction et 2 livres... un historique et un témoignage personnel de Robert Badinter. Voilà, j'ai essayé. J'aurais pu choisir un polar, je n'y ai pas pensé. Julie, comment tu as fait? J'ai regardé un peu dans mes dernières nouveautés, puisque je me dis que quitte à présenter des romans pour l'été, autant présenter des romans que l'on est sûr de retrouver partout en pile. Et dans les nouveautés, ces romans qui m'avaient vraiment laissé le plus fort impact. J'ai essayé d'avoir au moins un français. Et puis, dans les étrangers, ça s'est retrouvé 2 anglo-saxons, mais ça aurait pu être autre chose. C'est toujours subjectif, comme dit Pascal. On fait en fonction de l'intensité que ça nous a laissé. Et j'ai essayé aussi de trouver des romans qui pouvaient plaire à un public assez large. Parce qu'après, on a certains romans que l'on adore, mais qui sont restreints à un public plus ciblé. Ici, au vu de l'événement, j'ai préféré prendre des romans qui pouvaient toucher un public le plus large possible. Parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a un livre dans le catalogue du livre de poche spécifiquement qui vous a marqué, vous, et que vous conseillez tout le temps, souvent, quoi? Attention, hein, dans le catalogue livre de poche? Livre de poche uniquement. Moi, j'aime beaucoup Boyden. Moi. J'aime bien. C'est un bouquin qui m'a marqué, Le chemin des âmes. Joseph Boyden, j'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre. C'est un auteur amérindien. Et c'est une histoire très forte qui fait écho avec Le chemin des dames. Moi, je ne savais pas, j'ai appris que les Amérindiens avaient été en 17 sur le front de la Première Guerre mondiale en France. Et c'est l'histoire de ce gamin qui revient complètement traumatisé aux États-Unis. Moi, je ne vais pas en dire plus, mais c'est toujours des espaces, c'est toujours des histoires très très fortes avec Boyden. Et c'est un livre qui m'a marqué. Le chemin des âmes. Âme sensible, s'abstenir. Il y en a plusieurs. Un de ceux qui reste depuis quand même un petit temps sur la table, c'est Takawan, dont j'ai oublié l'auteur malheureusement. Un roman québécois qui revient sur la vie dans les réserves et sur un événement qui va bouleverser la vie dans ces réserves. Un roman qui... C'est un policier. Moi, je ne le considère pas comme policier. Il est sur mes tables en littérature parce que même s'il y a une forme d'enquête, pour moi, il y a plus un côté... C'est Éric Plamondon, l'auteur. Éric Plamondon. Voilà, Éric Plamondon, merci. Ça, c'est un roman qui laisse des traces et en même temps dans lequel on apprend. J'ai appris comment était la vie dans les réserves amérindiennes au Canada. C'est absolument épouvantable, comment on leur a imposé des lois supplémentaires sur la pêche, comment ils étaient obligés d'aller à l'école à certains endroits, comme ils étaient obligés d'avoir des couvre-feux. C'est par moments effarant de se dire que tous ces événements ont moins d'1 siècle. Il y a moins d'1 siècle d'ici, on imposait cette vie-là à d'autres hommes. Voilà, c'est comme la Seconde Guerre mondiale, plus on en apprend, plus on reste épouvanté. Et ce roman-là m'a apporté le même genre d'émotion. Alors, je vais répondre à Alice qui posait la question de savoir quel était, ou tu peux répondre, Julie, le premier titre que tu as présenté parce qu'elle est arrivée en cours et elle a juste pris la fin. Donc, est-ce que tu peux répéter ou redonner? Est-ce que vous pouvez donner tous les deux, redonner les titres des livres que vous avez conseillés d'ailleurs? Alors, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Ah, magnifique. Voilà. Un roman puissant qui vous emmène en Irlande. Ça a beau être une brique, vous ne le lâchez pas. C'est vrai. Ensuite, après, Les Victorieuses de Laetitia Colombani, 2 destins de femmes unis par cette envie d'apporter de l'aide aux autres, principalement aux femmes. Et enfin, un dernier roman britannique, Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. Là, un suspense psychologique, un page-turner, un drame et en même temps
une histoire autour du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Pascal, est-ce que tu peux redonner tous les titres? Les os et défis de Lynn Papin, un superbe ouvrage sur le déracinement et l'anorexie. La goûteuse d'Hitler, sur un épisode méconnu du grand public, qui est celui de ces goûteuses qui est finalement sauvé la vie du Führer, qui goûtait tous ces... puisqu'il était végétarien, ce brave garçon. Idis de Robert Badinter, un hommage vibrant à sa grand-mère et à sa famille. Et puis La femme qui fuit. On part sur les traces de cette grand-mère pour le moins atypique qui abandonna la maman de l'auteur. Magnifique. On pourra saluer quand même la performance des couvertures qui Ouais. fait aussi une force au livre de poche parce que les couvertures sont sublimes. Parfois, elles ne diffèrent pas trop du brochet, du grand format. Mais en tout cas, c'est une force, je trouve, de cette maison d'édition, ce sont les couvertures. Si vous voulez, on va vous proposer une petite lecture. Frédéric va nous lire un passage des Victorieuses, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit moment de lecture? Bien sûr. Donc, je sais pas si... Toutes les femmes du palais. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Je me battrai, je me battrai, je me battrai. William Booth. Une chose est certaine, les morts hantent les lieux où ils ont vécu, comme si par un principe d'infusion, leur souvenir imprégnait le sol. Sylvain Tesson, une très légère oscillation. Le sol est glacé. Telle est la pensée qui me vient alors que je suis allongée là, le front contre la pierre, les bras en croix. Aujourd'hui, je choisis cet endroit comme demeure éternelle. Je prononce mes vœux perpétuels, tel est mon choix. Entre ces murs, je vais passer ma vie. J'ai voulu me soustraire au monde pour mieux en faire partie. Je suis à la fois en son cœur et loin de lui. Je me sens plus utile ici que dans les faubourgs animés qui m'entourent. Dans ce cloître où le temps a arrêté son cours, je ferme les yeux et je prie. Je prie pour ceux qui en ont besoin, ceux que la vie a blessés, entamés, laissés sur le bord du chemin. Je prie pour ceux qui ont froid, qui ont faim, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu l'envie. Je prie pour ceux qui n'ont plus rien. Ma prière s'élève d'entre les pierres. Dans ce jardin, ce potager, cette chapelle glacée en hiver, cette cellule minuscule que l'on m'a attribuée. Vous qui passez dans ce monde, poursuivez vos chants et vos rondes. Je suis là, dans le silence et l'ombre, et je prie, pour qu'au milieu du fracas et du bruit, si d'aventure vous veniez à tomber, une main se tende douce et puissante, une main amie, qui vous agrippe et vous relève, et vous renvoie sans vous juger, dans le grand tourbillon de la vie, où vous continuerez à danser. Sœur anonyme, couvent des filles de la Croix, 19e siècle. Chapitre 1. Paris aujourd'hui. Tout s'est passé en un éclair. Solène sortait de la salle d'audience avec Arthur Sinclair. Elle s'apprêtait à lui dire qu'elle ne comprenait pas la décision du juge à son encontre, ni la sévérité dont elle venait de témoigner. Elle n'en a pas eu le temps. Sinclair s'était lancé vers le garde du corps en verre et l'a enjambé. Il a sauté de la coursive du 6e étage du palais. Durant quelques instants, qui ont duré une éternité, son corps est resté suspendu dans le vide. Puis, il est allé s'écraser 25 mètres plus bas. La suite, Solène ne s'en souvient pas. Des images lui apparaissent dans le désordre, comme au ralenti. Elle a dû crier certainement avant de s'effondrer. Elle s'est réveillée dans une chambre au mur blanc. Le médecin a prononcé ces mots, burn-out. Au début, Solène s'est demandé s'il parlait d'elle ou de son client. Et le fil de l'histoire s'est reconstitué. Elle connaissait depuis longtemps Arthur Sinclair, un homme d'affaires influent, mis en examen pour fraude fiscale. Elle savait tout de sa vie, les mariages, les divorces, les petites amies, les pensions alimentaires versées à ses ex-femmes et ses enfants, les cadeaux qu'il leur apportait de ses voyages à l'étranger. Elle avait visité sa villa à Sainte-Maxime, ses somptueux bureaux, son superbe appartement du 7e arrondissement de Paris. Elle avait reçu ses confidences et ses secrets. Solène avait passé des mois à préparer l'audience, ne laissant rien au hasard, sacrifiant ses soirées, ses vacances, ses jours fériés. Elle était une excellente avocate, travailleuse, perfectionniste, consciencieuse.
Ses qualités étaient unanimement appréciées dans le cabinet réputé où elle exerçait. L'aléa judiciaire existe, tout le monde le sait. Pourtant, Solène ne s'attendait pas à une telle sentence. Pour son client, le juge a retenu la prison ferme, des millions d'euros de dommages et intérêts, une vie entière à payer. Le déshonneur, le désaveu de la société, Sinclair ne l'a pas supporté. Il a préféré se jeter dans le vide, dans le gigantesque puits de lumière du nouveau palais de justice de Paris. Les architectes ont pensé à tout, sauf à ça. Ils ont conçu un bâtiment élégant, au design parfait, un palais de verre et de lumière. Ils ont choisi des façades hautement résistantes pour parer aux menaces d'attentats, installé des portiques de sécurité, des équipements de contrôle aux entrées, des caméras. Le site est truffé de points de détection d'intrusion, de portes à accès électronique, d'interphones et d'écrans dernier cri. Dans leur plan, les concepteurs ont simplement oublié que la justice est rendue par des hommes à d'autres hommes, parfois désespérés. Les salles d'audience sont réparties sur 6 étages, surplombant un atrium de 5000 m². 28 mètres de hauteur de plafond. L'espace a de quoi donner le vertige. De quoi donner des idées à ceux que la justice vient de condamner. En prison, on multiplie les filets de sécurité pour prévenir les risques de suicide. Mais pas ici. De simples rambardes bordent les coursives. Sinclair n'a eu qu'un pas à faire pour enjamber le garde-corps et sauter. Merci Frédéric pour cette belle Merci. lecture. C'est bien de C'est le début. Je ne voulais pas enlever les phrases qui sont mises avant au début du livre parce que je trouve que ça apporte aussi une ambiance, toutes ces phrases qu'on met au début. J'ai rencontré Laetitia Colombani sur un salon. J'avais beaucoup aimé son premier livre. Et son premier livre, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté en livre audio. D'où l'idée de faire cette petite lecture pour les Victorieuses. Voilà. Magnifique. C'est très agréable. En tout cas, pour ces beaux conseils. Je redisparais, je vous laisse finir. On va conclure. En tout cas, je voudrais juste faire un salut amical à toute l'équipe du livre de poche parce que je crois qu'ils sont derrière leurs écrans et nous écoutent. Dire aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que les livres en format poche constituent le fond de nos librairies et ont une place très importante. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais c'est très important d'avoir un livre de poche. C'est une deuxième vie donnée. Voilà. C'est une deuxième vie donnée au livre en format. Et une vie beaucoup plus longue. Oui, beaucoup plus longue. C'est un investissement moindre pour le libraire, c'est un investissement moindre pour le client. Par la force des choses, on garde ces ouvrages-là plus longtemps. Certains grands formats, c'est quelques mois. Certains poches, c'est plusieurs années. Et oui, ça, c'est énorme. Plus le fond, bien entendu, classique, qui lui reste en permanence. Et ces livres qui nous ont touchés, des fois, il y a 10 ou 15 ans, qu'on continue de conseiller à nos clients parce qu'un roman n'a pas d'âge. Exactement. Belle phrase, ça. Ouais. C'est vrai, c'est une renaissance pour une vie plus longue, en fait, c'est ça. C'est vrai que ça prolonge. Pascal, un avis là sur la question? Oui. Il n'y a rien de exactement, il n'y a rien de pire qui m'horripile quand on parle de durée de vie d'un ouvrage. Rien dire. Sinon, il y a des gens qui doivent se retourner dans la tombe. Donc, on arrive à avoir des coups de cœur qui ont... Enfin, nous, ça fait 27 ans qu'on est en librairie. Vous prenez par exemple Le vieux qui lisait de romans d'amour. Bon, Sepulveda vient de décéder, mais c'est un ouvrage qu'on défend. Mais il a quel âge ce livre? Il a 25 ans. Comme le dit Julie, il y a des ouvrages. Le temps n'efface pas la beauté de tous ces livres et de tous ces auteurs. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est une belle conclusion. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir les formats poche à nos côtés. Ce soir, c'était le livre de poche. Avant de vous donner le mot de la fin, demain, on sera à 19h avec un autre éditeur de poche. On sera avec Pocket pour une soirée polar où je recevrai des nouvelles voix du polar, justement. Cécile Cabanac et Patrice Guirao. J'aurai la chance d'animer cette rencontre. Mais en tout cas, je vais vous donner le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir conseillé les lecteurs
lecteurs avec cette jolie sélection, d'avoir pris du temps sur votre temps de travail, parce que le libraire, ça ne s'arrête pas forcément à 18h ou 19h, ça continue après, on lit aussi, voilà, ça ne s'arrête jamais. Je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Donc, en tout cas, allez en librairie, si vous êtes du côté de la Belgique, allez voir Julie dans son rayon poche sur la mezzanine, si j'ai bien compris, dans la librairie Molière à Charleroi. Et si vous êtes en Lozère, vous allez voir un libraire formidable qui est Pascal Auréjac. Bon, lui, il n'a pas de mezzanine, mais je pense que vous allez le voir, c'est tout un programme aussi. Donc, allez voir Pascal, allez voir Julie, allez voir vos libraires. Voilà, donc merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Je vous laisse juste le mot de la fin avant qu'on se quitte sur un bout de générique. Merci pour cette belle invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces plus belles lectures parce qu'il ne faut pas oublier, être libraire, c'est avant tout une passion. Merci à vous, Nathalie. Merci à Florence Mas, puisque je trouve que cette fille est géniale. Je la remercie vraiment avec beaucoup de sincérité. Et puis, remercier aussi Christelle Caminati, qui fait un travail aux librairies différentes absolument phénoménal. Voilà, ce sont des femmes de l'ombre, mais elles méritent toute notre gratitude et notre affection. Je leur fais de gros bisous. Merci.